Bonjour à tous et bienvenue à Débat de presse. C'est parti pour une heure de débat autour des grands sujets qui ont marqué l'actualité nationale et internationale au cours de la semaine. 4 sujets nous intéressent pour ce dimanche. Il s'agit donc du débrayage et des sit-ins du syndicat du Trésor et des impôts à propos de la répartition du fonds commun, des grands points de l'avant-projet de constitution qui est actuellement entre les mains du président du Faso, des conclusions du 6e traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, et enfin de la situation en Côte d'Ivoire où il y a beaucoup à dire avec le remaniement ministériel, les tirs d'éléments non contrôlés, les derniers propos de Guillaume Soro qui demande pardon et le réexamen de la demande de liberté provisoire de l'ancien président de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo. Alors pour commenter, analyser et décrypter l'ensemble de ces sujets, je suis en compagnie de confrères de la presse nationale. Il s'agit de Soumaïla Rabo de la radio Savane FM. Bonjour Rabo. Bonjour Salim, bonjour. Sur ce plateau, Serge Mathias Tomonji de Fasozine. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Également avec nous, Paul Miki Rwamba de Waga FM. Bonjour. Bonjour Sagnon et bonjour à tous. Et nous espérons avoir d'un moment à l'autre Yacinthe Sanou de Omega FM. Alors, en tout cas, merci, chers confrères, d'avoir accepté notre invitation. L'actualité nationale cette semaine a été marquée par ce bras de fer entre le gouvernement et les syndicats, notamment les syndicats autonomes des agents du Trésor du Burkina et le syndicat national des agents des impôts et des domaines. Ces deux syndicats donc, ont observé un sit-in depuis le 18 juillet, un sit-in de 96 heures. La pomme de discorde, vous donc la connaissez. Il s'agit des modalités de répartition du fonds commun. Selon les syndicats, le gouvernement n'a pas respecté ses engagements en ce qui concerne le partage de cette somme d'argent servie aux agents en guise de motivation. Vous avez suivi cette actualité. Quel commentaire vous inspire cette énième crise, on peut le dire, autour donc de ce fonds commun au département en charge des finances? Paul Miki. Oui, vous faites bien de le dire, hein, c'est une énième crise au niveau du ministère de l'économie, des finances et du développement, parce que de par le passé, on a assisté à une série de grèves et de sit-ins organisés par les deux syndicats que vous venez de citer, c'est-à-dire le syndicat des impôts et celui du Trésor public. Aujourd'hui, d'abord le dimanche passé, on a été un peu surpris par un communiqué du gouvernement lu par le ministre porte-parole du gouvernement, Rémi Fildiane-Tandjenou, sur les antennes de la télévision nationale, où il annonçait donc, c'est lui d'abord, j'allais dire, qui annonçait un peu le mouvement de grève qui était prévu le lendemain lundi, le débrayage donc des deux syndicats, et il avait donné un certain nombre d'informations, et on se rend compte à cette occasion qu'il y avait la pomme de discorde, comme vous l'avez dit, c'était vraiment la clé de répartition du fameux fonds commun qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. On a également été surpris de la signature d'un protocole d'accord du 29 mai 2017 dont on n'avait pas véritablement connaissance. Mais aujourd'hui, on est face à une situation où les choses sont, de mon point de vue, beaucoup plus claires. On sait désormais que toutes les grèves auxquelles on a assisté de par le passé, la raison officielle, c'était cette question de fonds commun. Alors, c'est vraiment un bras de fer, comme vous l'avez dit. Quand on écoute le syndicat, il dénonce la non-application d'un protocole d'accord. Et quand on écoute le gouvernement, il semble appeler les syndicalistes sur la table de dialogue. On a aussi constaté ce manque de fermeté de la part du gouvernement, contrairement à ce qui avait été dit par le ministre Fildiane-Tandjenou dimanche dernier. On avait pensé qu'il y allait avoir donc des sanctions, comme il avait dit. C'est vrai que juridiquement, les choses ont changé. Ce n'est plus une grève, c'est un sitting, ça change tout. Mais toujours est-il qu'il va falloir que cette affaire soit tirée au clair. Alors, on a au regret également de constater qu'il y a beaucoup de non-dits autour de cette affaire. Cela d'autant plus que, comme je le disais tantôt, le protocole d'accord n'avait pas été rendu public pour des raisons que nous ignorons. Et en plus de cela, on sait désormais, par exemple, que alors, les fonds communs sont passés de 70% à 100%, et de 75% à 100%. Exactement. Donc, ça veut dire qu'il y a eu quand même des avancées. Maintenant, le ministre m'avait annoncé le paiement, je crois, la mi-juillet d'une partie de ce fonds et que ça a été déjà chose faite. Mais dans tous les cas, on a l'impression, quand on écoute les deux parties, qu'il y a quelque chose qu'on ne dit pas à l'opinion publique. Il y a quelque chose qu'on ne dit pas
on ne peut pas décrypter cette actualité tant qu'on n'a pas toutes les informations. Aujourd'hui, vous ne verrez personne qui a sous la main une copie intégrale de ce protocole d'accord. On a l'impression que le syndicat tient le gouvernement par quelque part et le gouvernement également, de par son comportement, le manque de fermeté, nous fait dire quand même que peut-être que les syndicalistes ont raison quelque part, parce que quand on parle de fonds communs, est-ce que le vrai problème ne se trouve pas dans la clé de répartition? C'est-à-dire, est-ce que les uns ne gagnent pas plus que les autres? Voilà un peu la question. Et même les membres du gouvernement, ou du moins les premiers responsables du ministère des Finances qui ont animé il y a quelques jours la conférence de presse, rien ne nous dit qu'ils ne sont pas également bénéficiaires de ce fonds commun et qu'ils sont même bénéficiaires des revendications éventuelles des syndicalistes. Mais justement, la revendication actuelle, en tout cas du syndicat ou des syndicats, c'est qu'il n'y ait pas une répartition de façon égalitaire pour tout le monde. Il y a des gens qu'ils appellent personnels ou bien des postes spécifiques, donc qui doivent bénéficier plus donc que certaines personnes qu'ils appellent donc des personnels d'appui, à savoir les secrétaires, les chauffeurs et les agents de liaison qui ne sont pas des purs produits, si on peut le dire comme ça, du ministère des Finances et qui ne doivent pas bénéficier donc à catégorie égale, donc en tout cas de même montant. Oui, qu'est-ce que vous pensez de cette crise au sein du ministère des Finances, Tomondi? Oui, mais justement, je pense qu'on n'a pas tous les éléments, comme l'a dit tout à l'heure Paul Miki Rwamba, pour savoir qu'est-ce qui est décidé dans ce protocole, de quoi ça retourne. Mais cette question qui revient en toile de fond de façon récurrente interroge même la pertinence à la fois de la démarche, mais aussi de ces fonds communs. Il y en a qui ont même parlé de sa suppression pure et simple pour peut-être revoir un peu tout ça. Est-ce que la destination de ces fonds, c'est-à-dire la finalité de ces fonds qui au départ sont prévus pour motiver les gens, est-ce que ça sert vraiment à motiver les gens? Est-ce que ces fonds ne sont pas simplement devenus une manne pour certaines personnes et qui en tirent leurs intérêts? Il y a sans doute à revoir un peu tout ça, mais aujourd'hui, le gouvernement, s'il a pris des engagements, et c'est là où peut-être le bas blesse, il doit les tenir. Et s'il y a des problèmes à ce niveau, il doit pouvoir... C'est à lui de faire le travail pour montrer sa force de négociation et de persuasion aussi, et ramener les gens dans le bon ordre et dans la dynamique d'un consensus, parce que sinon on va se retrouver à nouveau dans un cycle de grève, de sit-in, de débrayage, et ça ne s'arrêtera pas au ministère des Finances, ça ne s'arrêtera pas à ce secteur, puisque après, quand on prend la main, quand on donne la main, on prend le bras, et puis il y aura un effet boule de neige. Donc du coup, cette histoire, il faudrait peut-être qu'on ait toutes les données du protocole, à quoi le gouvernement s'est réellement engagé, et que cet engagement soit tenu. Et à partir de là, peut-être qu'il faut s'asseoir pour revoir cette question des fonds communs, sa pertinence, son efficacité, et peut-être voir qui on intéresse, comment on les intéresse, pour que les choses s'arrangent. D'accord. Rabo. Moi, je trouve, franchement, que les syndicats en font un peu trop. Parce que pour moi, des questions aussi internes au ministère devaient être réglées sans que les citoyens vraiment s'en préoccupent. Ça ne devrait pas bloquer le travail. On devrait gérer ça, comme j'imagine, ça se passe ailleurs. Les agents de santé, ils ont des ristournes avec des délégués médicaux. Je ne sais pas, il y a des journalistes qui ont 10% quand ils font un public reportage, mais on n'en fait pas des raisons de grève. Il faut régler ça à l'interne. Vous savez, on a déjà eu ce débat-là ici, il y a un peu plus d'une année. Je me souviens que ce jour-là, Idrissa Traoré de l'Opinion était sur la table et lui, il avait même plaidé pour la suppression des fonds communs. Moi, j'étais d'un avis contraire parce que je disais que les fonds communs participaient à la motivation des agents. Par exemple, des douaniers qui traquent des fraudeurs en pleine blouse, ça tire, ils ont besoin
d'une motivation spécifique. Donc ça peut se justifier quelque part. Et à l'origine, on ne prenait pas ça sur le principal, on prenait ça sur les accessoires, sur les pénalités, sur ce qu'on gagne dans la fraude, etc. Aujourd'hui, les syndicats ont même fait la pression, acculé le gouvernement jusqu'à aller prendre dans le principal, c'est-à-dire dans le budget de l'État pour se repartager. Et tout ça là, moi je crois que ça devrait gérer intelligemment à l'interne, même si les gens ne sont pas d'accord, vous gérez ça de sorte que ça n'empêche pas les autres de vivre et de travailler. Ça n'empêche pas les commerçants de se faire payer, les entreprises de se faire payer au trésor. Parce que là, vous cassez finalement les tympans des gens, quoi. Moi, je trouve que ça en est trop. Le gouvernement, je ne le comprends pas. Il a annoncé des sanctions. Moi, je n'en vois pas. Peut-être que ça vient, mais qui en a parlé? On a parlé de l'aide d'explication. Peut-être que ça vient. Moi, j'imagine que ça vient. Si ça ne vient pas, c'est vraiment grave. Si ça ne vient pas, c'est vraiment grave. Maintenant que l'affaire est sur la place publique, il faut rapidement rattraper les choses. Et c'est ce que moi je demande aux syndicats. Repartez à la négociation avec le gouvernement, entendez-vous et organisez-vous pour que l'intérêt général soit préservé. Parce que moi j'ai un problème avec ces grèves-là, parce que je me demande si on forme seulement les gens à gagner de l'argent ou on les forme aussi à l'éthique, au patriotisme et au développement de leur pays, dans les écoles de formation professionnelle publiques. Je me demande ce qu'on enseigne aux gens. On ne travaille pas seulement pour gagner son pain, on travaille aussi pour développer son pays, pour faire avancer les choses. Donc il faut qu'on mette tout ça dans la balance. Si ça s'arrête seulement à notre gagne-pain, je crois que notre vie va être un échec. Il faut qu'on mette d'autres choses, d'autres valeurs, que seulement l'argent, quand on négocie avec le gouvernement. Et l'impression que j'ai, c'est que peut-être c'est un problème de faciès. Parce que les gens parlent souvent comme si le problème c'est le DG du Trésor, c'est le DG des Impôts, c'est le ministre des Finances, c'est le directeur dont on demande les démissions. Moi je crois que le problème n'est pas là. On mettrait d'autres personnes là que les problèmes pourraient se poser de la même façon. Donc il faut voir ce qui permet à tout le monde de gagner quelque chose et de faire avancer le pays. Il ne faut pas que les fonctionnaires gagnent de l'argent pendant que le pays en perd. Non, moi je suis pour que tout le monde gagne. Au moment où les fonctionnaires gagnent de l'argent, le pays aussi en bénéficie et on avance ensemble. Parce que Norbert Zongo l'a dit, personne n'a d'avenir dans un pays qui n'en a pas. Si le pays n'a pas d'avenir, vous allez en avoir comment? Ce n'est pas possible. Oui, Paul Miki. Alors, je voudrais ajouter que, c'est comme Rabo l'a dit, ça pose de mon point de vue personnel un problème de patriotisme. Toutes ces grèves que l'on constate, aussi bien au niveau du ministère des Finances qu'au niveau des autres ministères. C'est vrai qu'il y a des revendications qui sont pertinentes, mais lorsque on met en péril le principal au profit donc, de l'accessoire, ça me pose un problème. Voyez-vous, ce qui se passe au ministère des Finances, ce sont des agents qui sont payés, si je ne me trompe pas, chaque fin du mois. C'est-à-dire qu'ils ont leur salaire normal. Et le fonds commun vient comme un bonus, c'est-à-dire un bonus, une sorte de motivation, comme on l'a dit sur ce plateau. Maintenant, lorsqu'on arrête de faire le travail pour lequel on est régulièrement payé à la fin du mois, pour revendiquer le bonus, ça me pose un certain nombre de problèmes. Pour moi, peut-être qu'il y a des inégalités dans la répartition du fonds commun, peut-être qu'il y a des injustices qu'il faut dénoncer, mais utiliser le travail quotidien pour revendiquer ça, ça me paraît un peu incongru. C'est là d'autant plus que, comme je l'ai dit et je le répète, si les travailleurs du ministère des Finances ont leur salaire chaque fin du mois, pendant les 12 mois de l'année, il n'y a pas de raison qu'ils partent en grève pour réclamer le bonus ou alors en sitting. C'est vrai que juridiquement les choses changent. Hein. Quand la menace du gouvernement est venue, on a dit que ce n'est plus une grève, c'est devenu un sitting, etc. Mais la conséquence est exactement la même. Parce que lorsque vous partez en sitting de 8h à 14h, je ne sais pas quel travail vous allez faire pour le contribuable entre 14h et 15h30 qui est l'heure de descente dans la formule de journée continue au Burkina. Donc la conséquence est la même et on ne peut pas imaginer combien de personnes, notamment des champs du privé, et peinent, c'est-à-dire souffrent dans cette grève, dans ces sittings au niveau des agents des finances. On se rappelle, il y a quelques semaines, quand il y a eu la grève au niveau des agents du Trésor, il y a eu beaucoup de médias qui ont fait des reportages pour relayer, j'allais dire, les cris de détresse de ces usagers du Trésor public, notamment ceux du privé. Il y a eu beaucoup d'activités qui ont été mises en berne par la faute de cette grève. On ne peut pas calculer l'impact, c'est-à-dire les conséquences financières sur le grand public. On ne calcule même plus les manques à gagner dans les caisses de l'État depuis le temps qu'on parle de grève et de sitting au niveau donc, du ministère des Finances. Donc il va falloir que tout compte fait, on arrive à trouver un terrain d'entente entre le gouvernement. À l'occasion de son dernier point de presse, les autorités du ministère des Finances ont appelé les syndicats encore au dialogue.
je crois que ce n'est pas totalement terminé, qu'on a encore des chances de retrouver sur la même table et de faire avancer les choses au niveau du ministère. Et oui, il y a justement des gens qui pensent que ce ne sont pas seulement les agents du Trésor et des impôts qui participent donc à la création de richesses pour le pays. Évidemment. Et que ce fonds doit être en tout cas partagé ou profiter. Mais ils ne fabriquent pas les billets de banque, c'est un fait, ils ne fabriquent pas les billets de banque. Il y a des gens qui font justement le travail également, il faut le dire. C'est qu'il y a beaucoup de non-dits encore dans cette histoire et on a besoin d'y voir plus clair. Et cette affaire de fonds communs au niveau de ce département risque de faire boule de neige, comme je le disais, parce que chacun va dire, ben, écoutez, si c'est ainsi, journaliste ou je sais pas quoi, comme il l'a dit tout à l'heure, chacun a des spécificités, chacun fait des sacrifices au-delà de ce qui lui est demandé, et donc il va falloir trouver un moyen pour intéresser tout le monde, ce qui ne sera pas possible. Cela nous ramène donc à mettre en place la juste mesure des choses et à revoir je sais pas moi, le format social sur lequel on évolue. Peut-être que l'offre de dialogue du gouvernement va fonctionner, mais il faut également que ça aille vite, parce que les problèmes sont là pendant. Mais on ne peut pas, à trop tirer sur la corde, elle finit par se casser. Et en ce moment, les syndicats, je crois, ils font partie de la société. Ils doivent pouvoir également comprendre qu'ils font partie de cette société ainsi que d'autres corps et que chacun doit apporter sa contribution pour qu'on avance tous sur une bonne plateforme et qu'on voit progresser le pays dans la mesure du possible. Oui, il faut dire que ce sont des sommes colossales qui sont concernées. Le Premier ministre a parlé de 34 milliards pour l'année 2017. 34 milliards. Et Paul Migirou-Wamba a parlé du fonds commun, il a parlé du salaire. Vous avez oublié la prime de rendement. Il y a tout ça. Vous avez oublié la prime de rendement. D'un paiement semestriel à un paiement trimestriel. Comme moi, je n'ai pas eu le contenu de l'accord, je sais que quand les agents du Trésor étaient en grève il y a quelques mois, une de leurs revendications, c'était de mensualiser la prime de rendement. C'est-à-dire de faire en sorte qu'on paye la prime de rendement chaque mois, au lieu de payer ça sur l'année. Parce que le gouvernement vous demande 700 milliards de recettes dans l'année, vous faites 710 milliards, on fait en sorte que sur les 10 milliards de surplus, vous ayez quelque chose parce que vous avez travaillé suffisamment pour que l'État gagne de l'argent. Cette prime de rendement, là, si on la paye chaque mois, alors que ce n'est pas sûr que chaque mois vous faites au-delà de ce qu'on vous a demandé mensuellement, ça pose problème. Vous allez vous retrouver à la fin de l'année avec des primes de rendement qui ne reflètent pas vos efforts au cours de l'année. Voilà. Donc, quelquefois, il y a des revendications démesurées. Je me demande si ce n'est pas des revendications qui sont dans la veine de l'insurrection qui ne finit pas dans ce pays. De l'insurrection qui ne finit pas dans ce pays où les gens se disent, dans tous les cas, les grands, ils sont en haut là-bas, ils mangent. Et nous aussi, on va faire comme eux, ou on va les obliger à nous servir aussi. Je crois que la réflexion ne doit pas être portée de cette façon-là. On doit réorganiser nos forces, réfléchir dans le sens de l'intérêt général, faire en sorte que tout le monde gagne au maximum. Parce qu'à trop tirer sur la corde, comme tout le monde l'a dit, ceux qui ne savaient pas que vous vous distribuez de l'argent là, ils vont savoir. Ils savent maintenant. Ils savent maintenant. J'espère que jusqu'à présent, il y en a qui ne savent pas. Mais parce que quand les enseignants vont se rendre compte de l'injustice qui règne dans ce pays, dans la rémunération des agents publics, eux aussi, ils vont se mobiliser. Et vous savez ce que les enseignants valent dans ce pays. C'est plus de 60% de la fonction publique. Voilà. Donc, moi, je crois qu'il faut négocier à l'intérieur. Vous entendez, dans tous les cas, vous n'êtes même pas nombreux. Ministère des Finances, vous n'êtes pas nombreux. Entendez-vous dans un grand bureau là, vous réglez les affaires et puis le pays avance. Vous aussi, vous gagnez ce que vous avez à gagner. Alors, vraiment, ne continuez pas dans cette logique-là. Parce que ça va mettre en branle trop de mouvements. Sur la légitimité même de ce fonds. Non, moi, ma position est claire. Moi, j'ai dit, il faut garder le fonds commun pour motiver des gens qui font un travail spécifique. Moi, je ne dis pas que ce sont eux qui font rentrer l'argent. Ça, c'est archi faux. Ce n'est pas eux qui font rentrer l'argent. Ils manipulent seulement l'argent à la fin d'un circuit. L'argent qui a été mobilisé grâce aux efforts des paysans, grâce aux efforts des commerçants, grâce aux efforts des ouvriers, grâce aux efforts des acteurs du secteur informel. Ce ne sont pas les agents des finances qui mobilisent, qui produisent la richesse. D'autres personnes produisent la richesse et ils sont chargés de la collecter, de la mettre à un seul endroit, dans la caisse commune, au profit du budget de l'État et des dépenses communes. Donc il ne faut pas se tromper sur le rôle de chacun
hein, dans la chaîne de production du pays. Maintenant, on peut vous faire cette faveur-là parce que si vous manipulez au quotidien aussi l'argent, c'est tentant. Si vous allez dans le bureau d'un commerçant pour faire un redressement, vous prenez des risques. Parce qu'il y a des commerçants aussi qui agressent. On en a vu qui ont frappé, hein, des agents. Donc, quelque part, à cause de ces spécificités-là, on peut, hein, organiser les choses de sorte que vous soyez motivés. Mais il ne faut pas en faire un problème qui paralyse l'ensemble, hein, du travail collectif. Moi, c'est ça mon problème. Sinon, je pense qu'il faut garder le fonds commun. Si on l'enlève, on va leur demander 500 milliards, ils vont mobiliser 300. Alors, moi, je pense que, comme vous l'avez dit à Boubacar Sagnon, il faut remettre sur la table de discussion la question de la légalité même du fonds commun. Alors, il faut en rediscuter parce que, contrairement à ce que dit Rabo, pour moi, le simple fait de manipuler l'argent, ça ne va pas vous conférer des primes. Parce que tout le monde travaille dans ce pays. Je crois que, comme l'a dit Mathias aussi, ça risque de faire un effet boule de neige, cette affaire de fonds commun. Parce que quand on prend tous les fonctionnaires, on va parler uniquement des fonctionnaires, on va pas rentrer dans le détail du privé parce que là-bas, c'est un autre débat. Chacun, dans sa place, là, a un travail à faire et il mérite, de mon point de vue, une récompense quelque part. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dimanche, vous, à Boubacar Sagnon, vous êtes assis ici avec nous. Autour de nous, il y a des caméramans dans ce studio en train de faire un travail. Des réalisateurs également. Tout ce monde-là mérite, de mon point de vue, un fonds commun quelque part. Parce que c'est ça aussi la réalité des choses. Hein. Parce que l'injustice qui est en train d'être dénoncée par le syndicat dans la clé de répartition, la même injustice pourrait être dénoncée au niveau national par l'ensemble des fonctionnaires parce que c'est une injustice aussi. Moi, on va mettre du temps à me convaincre sur la pertinence de ce fonds commun à répartir entre les agents de finances parce que le simple fait de manipuler l'argent, ça ne peut pas vous conférer un droit d'en avoir une partie. C'est là d'autant plus que les manipulateurs d'argent, je crois qu'il y a quelques mois, c'est pas un agent des impôts des finances qui a disparu avec 75 millions. Où est passé cette affaire, allée où? Il est parti à l'argent, où est-ce qu'on en est? Voilà une affaire qu'on n'arrive pas à élucider jusqu'aujourd'hui. C'est pour dire que les textes sont là. Si vous êtes tenté de détourner l'argent, et je crois que la justice également est là, elle sera tentée également de vous mettre la main dessus. C'est un peu ça la logique des choses. Donc cette question de fonds commun, ça fait des années qu'on en parle. Je crois que ça énerve l'opinion nationale. Il va falloir remettre la question de la légalité sur la table et puis voir quelle autre clé de répartition on fait. Parce que je reste convaincu que les revendications des syndicats, comme vous l'avez dit, ce n'est pas le montant qui gagne, mais c'est la clé de répartition qui pose problème. Parce qu'on est toujours prêt à dénoncer les injustices. Lorsque je vois que mon voisin gagne 10 francs de plus que moi, je serai tenté donc de revendiquer également la même chose. Donc voilà où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Si ce n'est pas réglé, dans 10 ans, on sera encore en train de parler de ce fonds commun. Et dans 10 ans, on aura également des manques à gagner en matière de travail au niveau du ministère des Finances, surtout qu'aujourd'hui, le gouvernement n'a Dieu que pour le PNDS et pour les projets PPP. Je crois qu'il s'agit là des agents qui risquent de mettre en péril la mise en œuvre de ces projets importants. Oui, aujourd'hui, sur la légalité, hein, de ce fonds commun. Oui, enfin, sur la légalité, moi je pense effectivement que ça aurait dû être une affaire dont on n'aurait pas eu connaissance ou qui aurait dû être réglé en interne. C'est-à-dire que là, il y en a effectivement même du secteur des finances qui estiment qu'il faut supprimer cette histoire et trouver d'autres mécanismes. Moi, je pense que effectivement, ça fait un peu bizarre tout de même. Et là, il y a deux petites choses que moi je voulais ajouter par rapport à ça, sans trop m'appesantir sur les aspects techniques et pratiques. C'est qu'effectivement, on n'est pas sorti de l'insurrection. On n'en est pas sorti. Et tant que dans nos têtes, ou dans les têtes, on ne se sortirait pas de cette insurrection, bon, on sera là, tout le quinquennat sera insurrection. On sera insurrection et transition. Ça veut dire qu'à un moment donné, il va falloir s'asseoir quand même pour dire, bon, écoutez, on a fait une insurrection, on a passé une période de transition, on est arrivé à un stade maintenant, qu'est-ce qu'on veut pour notre pays? Qu'est-ce qu'on veut pour la nation? Quel modèle social, républicain, économique, tout ça nous projette vers l'avenir? Et puis, les différents corps de la société s'accordent là-dessus et on avance. Maintenant, à la population de décider de qui le gouverne, de comment et dans quel délai. Donc, ça, c'est un gros, à mon avis, c'est vraiment une première chose à pouvoir faire, quand ou comment, je ne sais pas. Mais il faut qu'on pose le problème et qu'on règle cette équation. Sinon, on va tourner en rond et on va multiplier les crises et les crisettes et tout ce que vous voulez.
La deuxième chose, c'est que autant on demande la transparence en matière électorale, il faut qu'il y ait la transparence également dans ce genre de questions. Le problème, c'est que tout est un peu sombre, on ne sait pas qui prend quoi, comment ça se passe et tout. Et donc, s'il y avait de la transparence, je pense que ça réglerait un peu la question. Tous les syndicats communiquent rarement sur les gains, en tout cas individuels, sur ce que chacun gagne. Par rapport à ça, la question des saillants sur la légalité, il n'y a pas de problème de légalité, hein, je crois que c'est légal. Ce qu'ils demandent actuellement, c'est un arrêté du ministre qui prenne en compte les derniers accords. C'est la légitimité, en fait. Parce que la légitimité, là, on peut la discuter. Là, parce que sur la légalité, il y a des débats parce qu'il y a des gens qui disent que ce sont les textes, en tout cas, qui ont prévalu donc à l'instauration de ce fonds commun. Qu'on peut mettre en doute. Qu'on peut mettre en doute, voilà, que c'est pas les bons textes, en tout cas, ce sont des circulaires, des arrêtés et tout. Bon, à partir du moment où les acteurs semblent d'accord sur le principe, peut-être qu'ils peuvent régler rapidement. Voilà, ils peuvent régler rapidement la question de la légalité. Par contre, la question de la légitimité, ça demande qu'on questionne vraiment les citoyens. Qu'on questionne les citoyens sur voici des gens qui font tel travail pour la nation. De temps en temps, ils ont des pénalités à collecter, ils ont des redressements à faire, ils sont face à des opérateurs économiques qui ne sont pas aussi faciles que ça. Est-ce que vous pensez qu'en plus de leur salaire, on peut leur donner quelque chose? Voilà. Si l'opinion globale est pour l'existence d'un certain fonds commun, quelle que soit la formule, comme moi je le souhaite, ça va être clair et ça va légitimer davantage. Mais en tout cas là, c'est un peu comme une entente entre les autorités et les agents du ministère des Finances. Même s'il y a quelques citoyens comme moi qui sont d'accord avec ça, moi je sais, j'entends les gens en parler, il y a une grande majorité qui n'est pas d'accord. Qui n'est pas d'accord, ça c'est clair. D'accord, alors on va avancer dans le débat, on va parler d'une autre question qui intéresse à tous les Burkinabés. Il s'agit donc du projet de constitution. L'avant-projet de constitution a été remis au chef de l'État au cours de la semaine. L'une des grandes réformes de cette nouvelle constitution, c'est que ni le président du Faso, ni le président de l'Assemblée nationale ne pourront passer plus de 10 ans au pouvoir. Peut-on considérer alors cette réforme comme une avancée? Tomonji. Oui, c'est sans doute une avancée. Il y a des avancées dans l'esprit qu'on souhaiterait avoir de plus de démocratie, de plus de possibilités d'alternance, mais en même temps, je ne sais pas si le format proposé satisfera aux aspirations légitimes des populations. Parce que je vois que le projet consacre un régime semi-présidentiel. Un régime semi-présidentiel à défaut d'un régime parlementaire, mais ces questions de système sont des questions plutôt délicates. Et le gouvernement, d'après ce que j'ai compris, sera responsable devant l'Assemblée nationale. Mais le président, lui, il est responsable devant le peuple. Et on ne sait pas, on n'a pas de mesure, on n'a pas d'instrument ou de mesure pour exercer ce contrôle ou cette action du peuple vis-à-vis du président de la République. Donc, les avancées, je pense, en sacralisant quelque peu la limitation des mandats, c'est une bonne, pour moi, c'est une bonne idée. Mais sur ce point précis, ce que je n'ai pas encore bien saisi, c'est si ce projet, s'il est adopté, il aura un effet rétroactif. Puisqu'on parle de 2025, en disant que et le président du Faso et le président de l'Assemblée nationale ne pourront plus être candidats. On est déjà en 2017. Oui. Le mandat qui court actuellement sous la 4e République finit en 2020. Oui. Alors, si cette constitution est adoptée avant ce terme, est-ce à dire qu'il est en application et qu'il s'applique automatiquement à ceux qui sont là, sans effet rétroactif? C'est ce qui est prévu. Ça veut dire que c'est rétroactif. Ok. C'est rétroactif. Ça veut dire que ça s'applique au gouvernement actuel. Voilà. Et leur mandat en cours est comptabilisé. Oui. Donc, ça, c'est une bonne chose. Maintenant, est-ce que ça va on attend ce que créera la main présidentielle. Oui, puisque... On attend ce que créera la main présidentielle. Et ensuite, comme avancé, il y a, je crois, des mesures sur le plan de la justice, où la haute cour de justice est supprimée.
et où bon, on a fait un effort pour rééquilibrer un peu l'indépendance, pour travailler un peu plus sur l'indépendance et de la justice. Donc c'est des avancées. Et puis bon, maintenant, ça sera soumis, je pense, encore à un autre débat national pour que chacun regarde vraiment entre les lignes pour voir si on est vraiment dans les aspirations, qu'on a sécurisé un certain nombre de choses. Oui, ok. Paul Miki. Alors, je crois que la Commission constitutionnelle a fait un excellent travail si on considère qu'il y a eu une concertation nationale pour avoir donc cet avant-projet de constitution qui a été remis donc au chef de l'État il y a quelques jours. Et on se rappelle également que l'une des plus grandes difficultés de notre constitution, c'était la question de l'article 37. Il y a des gens qui avaient estimé qu'il n'était pas opportun d'aller tout de suite vers une nouvelle constitution ou une nouvelle république parce que la question de l'article 37 avait été réglée depuis donc sous la transition avec le CNT. Mais il était important, évidemment, que l'attention soit beaucoup portée sur la question des verrouillages. Je crois que le président de la Commission constitutionnelle, Maître Ali Ouédraogo, l'a dit. L'article 37 est désormais verrouillé à plusieurs niveaux. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire, comme vous l'avez dit, plus de 2 mandats, que ce soit de façon continue ou de façon discontinue. Idem pour le président de l'Assemblée nationale. C'est autant de dispositions comme ça qu'il convient de saluer, parce que c'est ça un peu qui a motivé la relecture de notre Constitution. Maintenant, dans les autres aspects, hein, comme Mathias le disait tantôt, sur les questions d'indépendance de la justice, c'est vrai qu'on en parle depuis la transition avec les États généraux de la justice, mais à ce niveau, peut-être qu'il faut vraiment mûrir la réflexion pour voir est-ce que le Burkina Faso a besoin d'une justice totalement indépendante, parce que les derniers événements qui nous viennent là, moi ça me fait en tout cas réfléchir sur la question de l'indépendance. Depuis le temps que le président Faso n'est plus président du Conseil supérieur de la magistrature, depuis le temps qu'on a connu les États généraux de la magistrature, on a sous la main une enquête où 37 magistrats ont été cités, et je ne sais pas qui va obliger le Conseil supérieur de la magistrature à nous publier le contenu de cette enquête. Il y a beaucoup de demandes de publication. Il y a beaucoup de demandes, mais voyez-vous, c'est un pouvoir qui n'est contrôlé que par lui-même. Vous avez le président, le gouvernement est contrôlé par l'Assemblée, l'Assemblée est contrôlée d'une façon ou d'une autre par le peuple, ou tout le moins il y a des mécanismes de contrôle de l'Assemblée. D'ailleurs, l'Assemblée c'est plusieurs forces, la Cour des comptes. Voilà. Mais vous avez la magistrature qui a son propre contrôle, c'est-à-dire c'est eux qui décident tout, voilà. Donc aujourd'hui, si on ne fait pas attention, voilà la difficulté qui est en train de nous guetter. Moi, en tout cas, vous avez vu qu'il y a eu l'insurrection. On le dit à tout moment, l'insurrection est partie du gouvernement qui a envoyé le projet de modification à l'Assemblée. Et l'Assemblée également a été brûlée. C'est-à-dire les 2 têtes ont été touchées par l'insurrection. Mais le pouvoir judiciaire est resté intact. Beaucoup de gens l'ont dit, voici la seule juridiction, la seule institution qui n'a pas fait son insurrection. Et aujourd'hui, on renforce cette indépendance. Moi, je serais content si on avait donc publié cette enquête-là. D'abord, je suis convaincu que ce n'est que la partie visible d'un iceberg impressionnant. Et aujourd'hui, on nous parle d'indépendance totale de la magistrature. Vraiment, il faut réfléchir. Hein. Je crois qu'il faut réfléchir. En tout cas, cette question fait débat. Mais Miki est en train de nous amener sur un terrain normalement qui n'a pas lieu d'être. Parce que si vous êtes contre l'indépendance totale de la magistrature, vous êtes contre la démocratie. Non. Parce que non, il faut que non, mais est-ce qu'il n'a pas raison non. De ce qu'on observe aujourd'hui. Non, ça c'est le contexte. L'idéal c'est l'indépendance, mais est-ce que ça nous arrange pas? Non, en fait c'est le contexte qui fait que vous avez l'impression que le principe est mauvais. Sinon le principe pour moi il est bon. Voilà, mais on est dans un contexte où on a des juges corrompus, on a une fonction publique qui est gangrénée, infestée, un pouvoir politique. Voilà, non, aujourd'hui c'est un peu la pagaille parce que les gens faisaient n'importe quoi. Mais moi je vous dis, il ne faut pas avoir peur. Si le président du Faso ne contrôle pas les magistrats là, le peuple va les contrôler. Ah non, et puis ce rapport-là sera publié. Ce rapport-là sera publié. Parce que c'est qui les paye? C'est ça. C'est l'argent du contribuable, non? Donc, vous ne pouvez pas venir créer une république climatisée, un biotope qui n'appartient qu'à vous seul. Vous faites votre dictature sur le reste des citoyens. Vous vous faites payer les meilleurs salaires. Et puis, les gens n'ont aucune influence sur vous. Non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Vous vous inquiétez pour rien. Ce rapport-là sera publié. L'indépendance de la magistrature, moi, je crois que le peuple souhaite que ça soit consacré. Même si les gens parlent parfois, en fait, parce qu'ils sont découragés par quelques
épiphénomènes qui se passent dans la magistrature, quelques petits procès dont les verdicts ne plaisent pas aux gens. Non, c'est pas ça l'indépendance de la magistrature. L'indépendance de la magistrature, c'est donner à une institution de la République qui fait partie des 3 grands pouvoirs, le pouvoir de contrôler les autres. Ouais. Mais celui-là, il n'est pas au-dessus du contrôle. Parce que le contrôle citoyen va l'obliger à faire. Mais si vous avez peur que le rapport là ne soit pas publié, pourquoi vous n'avez pas eu peur qu'on ne fasse même pas l'enquête? Pourquoi on a fait l'enquête? C'est la pression citoyenne là, du peuple qui a amené les magistrats à se dire, s'il y a quelques brebis galeuses parmi nous et qu'on ne les éjecte pas, toute la maison va s'embraser. On n'a pas fait donc mieux vaut. Non, doucement. Moi je vous dis, moi c'est comme ça que je lis les choses. Ouais. La majorité des magistrats se disent, mieux vaut extraire quelques brebis galeuses que de mettre en péril tous les 500 magistrats et toute la justice burkinabé. Ouais. C'est la même chose dans la justice. Sinon, on a 2-3 journalistes là qui font n'importe quoi, qui traquent les gens, qui braquent les gens pour prendre des perdièmes. On va les chasser, ils vont aller faire de la maçonnerie. Pourquoi? On va mettre le journalisme en danger à cause de quelques individus. Donc c'est ça qui se passe dans la magistrature. Et chaque fois que les citoyens vont faire la pression, ils vont faire ce que les citoyens souhaitent. Je ne dis pas qu'ils doivent se plier à la pression populaire, mais ils doivent être conformes à leur éthique et à leur déontologie. Et donc, moi, je n'ai pas d'inquiétude là-dessus par rapport au fait que le président va laisser franchement les magistrats travailler. Sur les autres aspects de la Constitution, moi, je crois aussi qu'après l'insurrection populaire, on ne peut pas venir faire un débat aujourd'hui sur le mandat présidentiel, le quinquennat, la rétroactivité. Ceux qui sont au pouvoir là savent ce qu'ils doivent faire sur ces questions. Moi, je crois qu'on doit faire plutôt attention à ce qui est inscrit sur les droits fondamentaux des citoyens, sur comment on garantit les différents droits des citoyens, sur une question nodale comme la peine de mort, qui encore divise beaucoup de citoyens dans les villages et les quartiers. Et moi, ce sont ces choses-là qui m'intéressent. Les mécanismes institutionnels, là, si ceux qui sont avisés, les grands juristes et les grands hommes politiques de ce pays ne règlent pas ça, le peuple va régler ça après. Voilà, puisque le peuple a ses méthodes aujourd'hui pour réorganiser la vie publique. Donc, il faut vous tenir tranquille. Il n'y aura pas de problème. Quelqu'un m'a dit qu'il trouve que la Constitution ou l'avant-projet de Constitution est un peu en deçà des ambitions des insurgés. Peut-être aussi que c'est une bonne chose, parce qu'il ne faut pas faire tout ce que les insurgés ont demandé, sinon le pouvoir va repartir dans la rue. Il faut mettre un peu de dose de technicité, de sagesse, écouter tous les sages et faire attention. Même si on veut changer notre société, il faut aller à un rythme qui aide tout le monde à aller ensemble pas à pas. Peut-être que si cette constitution-là n'est pas parfaite, dans 10 ans, dans 15 ans, on pourrait encore l'améliorer. D'accord. Sur cette question de la peine de mort, vous l'avez dit, il y a beaucoup de divisions autour de cette question. Faut-il la supprimer ou la maintenir quand même dans cette nouvelle constitution? Tomonji. Je pense que la tendance est beaucoup plus à l'abolition de la peine de mort. Et je pense aussi que c'est un débat, un plaidoyer qui a lieu depuis longtemps et c'est une vraie question de société aussi. Les choses évoluent et en ce qui me concerne, je ne suis pas contre l'abolition de cette peine. Maintenant, c'est un débat qui peut se mener au niveau où ils doivent se mener pour qu'on trouve la bonne formule. Mais ce que moi j'ai envie de dire en rebondissant un peu sur l'intervention de Rabou tout à l'heure, c'est que effectivement, au-dessus des pouvoirs, il y a le peuple. La Constitution, c'est une Constitution qui appartient au peuple, qui émane des aspirations du peuple. Et donc, si les pouvoirs qui se tiennent ou qui sont indépendants les uns vis-à-vis des autres ont des travers, le peuple se fera fort de leur rappeler que ça ne doit pas se passer ainsi. Je pense que dans le système démocratique, c'est le peuple qui est souverain. Et donc, on légifère et on agit au nom du peuple. Donc, la justice, pour moi, doit être indépendante. Une justice indépendante est la garantie pour nous-mêmes d'un mieux vivre dans notre société. Parce que si on n'a pas une justice indépendante, alors tout le reste est complètement en déphasage, parce que c'est ça qui nous garantit la liberté, c'est ça qui nous garantit la justice, c'est ça qui nous garantit tout le reste. Donc pour moi, c'est bien de consacrer cette indépendance de la justice. Je ne parle pas spécifiquement de l'indépendance de la magistrature, mais de l'indépendance de la justice.
Et cette indépendance de la justice doit profiter à tous les citoyens et doit être le garant de la sécurité, de la liberté et du vivre ensemble de chacun. C'est ça qui va nous réguler. Et donc, pour moi, cela, c'est important. Et effectivement, il ne faut pas qu'on tienne compte des travers ici et là. Là encore, sinon, on va faire des lois d'humeur parce que telle catégorie de personnes a posé tel et tel acte. Alors, non, on ne peut pas leur octroyer le droit d'être indépendants. Je crois que nous tous, nous naissons libres et égaux. La justice doit être indépendante. Et c'est bien d'avoir renforcé des éléments qui vont ancrer la démocratie et l'alternance au pouvoir. Maintenant, aux partis politiques, aux citoyens, aux organisations de la société civile, de jouer également leur part pour que tout cela s'accorde. D'accord. En tout cas, cet avant-projet de constitution va donc recevoir les amendements du président du FASO avant donc d'être soumis à un référendum. Au Parlement d'abord? Au Parlement, oui, avant donc le référendum donc, dont la date n'est pas encore précisée. On va évoluer. Le référendum fera l'objet d'une campagne. Bien sûr. Alors, peut-être certains voudraient que ça soit cette année, mais ce serait un peu difficile. On a pris l'agenda à partir du moment où le calendrier est bousculé. Il y a le code électoral qui doit être achevé d'abord, et c'est juste après ça certainement que les questions donc de la date donc de ce référendum pourront être débattues. Alors on va évoluer, comme je le disais, Ouagadougou a été la capitale, si on peut le dire, de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso pour une semaine, avec les traités d'amitié et de coopération dont les grandes conclusions ont été livrées donc le 18 juillet dernier avec la signature de 11 accord. Très rapidement, on ne va pas s'éterniser là-dessus parce qu'on a déjà débattu sur cette question. Comment donc vous avez perçu cette 6e conférence au sommet des chefs d'État du TAC et les grandes conclusions, notamment les accords, vous disent-ils quelque chose? Alors, je crois que c'est une bonne chose d'abord, le principe du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Alors, ceux qui ont eu l'idée de ce traité ont été très bien inspirés de mon point de vue. Mais aujourd'hui, pour entrer dans le vif du sujet, il y a eu des accords qui ont été signés, des accords assez pertinents de mon point de vue, parce qu'au départ, les ambitions étaient grandes, mais je crois qu'à la fin, on a limité ça à 11 accords assez importants qui sont réalistes. Et le plus important, à mon avis, c'est le comité de suivi de la mise en œuvre de ces recommandations. Parce que les deux chefs d'État en se quittant à Ouagadougou, c'était donné rendez-vous à Yamoussoukro, non seulement pour faire le 6e sommet du traité d'amitié de coopération, le 7e, pardon, mais aussi et surtout faire le bilan du 6e, c'est-à-dire il sera question à cette occasion de dire aux populations burkinabè et ivoiriennes, voilà ce qu'on a pu faire entre 2017 et 2018. C'est ça qui est très important parce qu'il ne sert à rien de lister des projets pour dire qu'on va faire ci, on va faire ça et que rien ne se fait sur le terrain après. Mais dedans, quand on rentre dans les détails, on se rend compte qu'il y a des projets assez pertinents, assez importants, surtout pour le Burkina Faso, quand on parle de projets d'autoroute, la réflexion, la réhabilitation du chemin de fer, voilà de grands chantiers où on a déjà même des dates de début de travaux. Et je crois que, bon, c'est ça aussi, parce que quand on pose la question à l'opinion nationale, depuis 2008 qu'on a signé le traité d'amitié et de coopération, la Côte d'Ivoire et le Burkina, il est difficile de faire un bilan, de montrer des réalisations concrètes qui ont été faites dans le cadre du traité. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est le moment d'aller droit au but, d'aller sur le terrain de ces infrastructures afin qu'on ait quand même un bilan présenté aux populations ivoiriennes et burkinabè. Oui, Tomondi. Oui, en effet, je pense que les deux chefs d'État l'ont dit clairement. C'est en 2018 qu'on pourra savoir comment cette affaire-là marche, tourne. Et ils ont promis qu'on aura donc des réalisations palpables qui pourront montrer. Parce que jusque-là, on ne peut pas identifier en tant que tel un projet ou une réalisation de ce traité d'amitié et de coopération qui, en soi, comme l'a dit tout à l'heure Paul Mickey Ouamba, est une très bonne chose, qui dynamise le couple ivoiro-burkinabè et qui est comme un moteur de
de l'UEMOA. Et donc, il y a pour moi des projets intégrateurs intéressants au-delà des infrastructures dont on a parlé, qui intéressent la jeunesse et les femmes. Et je pense que de ce point de vue-là, le sommet, le 6e, qui s'est tenu à Ouagadougou, a été une belle réussite d'avoir pensé spécifiquement à ces couches de population des deux pays pour trouver des projets intégrateurs ou en tout cas mettre en symbiose les populations, les jeunes et les femmes et d'autres projets de ce type qui sont des projets véritablement intégrateurs et porteurs de richesse. D'accord. Oui, Rabo, pour terminer sur ce sujet. Quelquefois, j'entends des citoyens dire bon, on ne voit pas trop ce que le TAC apporte de concret. Je crois qu'ils minimisent un peu la portée du TAC, alors que c'est d'un enjeu politique important, d'un enjeu socio-économique important. Il ne faut pas minimiser ça. Il ne faut pas croire qu'un projet en deux pays, ça peut se faire comme ça, du jour au lendemain, surtout quand c'est de grands chantiers, comme l'autoroute, comme le chemin de fer qui est suspendu même au bon vouloir de Bolloré. Donc, ça peut prendre du temps. Mais il reste qu'il y a des réalisations concrètes, il ne faut pas vous leurrer, parce que rien que l'énergie qui est transportée entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso nous aide à souffler et nous soulage beaucoup des délestages depuis quelques années. Voilà. Et chaque fois qu'il y a eu de nouveaux accords, la Côte d'Ivoire a augmenté la puissance cumulée à partager avec le Burkina Faso. Donc il ne faut pas minimiser ça, c'est déjà quelque chose. Maintenant, il y a des projets qui prennent beaucoup de temps à se réaliser. Bien entendu, il faut toujours insister pour que les dirigeants aillent vite, mais il ne faut pas minimiser la portée de cet accord-là. Rien que la rencontre entre les deux gouvernements et les deux chefs d'État peut aider à faciliter beaucoup de choses, à mettre les gens vraiment à l'aise pour circuler entre les deux pays, développer des relations commerciales, surtout au niveau des opérateurs économiques. Ça peut encadrer davantage la vie sociale et économique qu'il y a entre les deux pays, parce que vous savez jusqu'à quel point nous sommes imbriqués au niveau des populations. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut faire avancer. Maintenant, il y a une dose d'appropriation qu'on doit vivre au niveau de la base. Et ça doit se faire. Je n'ai pas vu un accord spécifique là-dessus, mais je crois que chaque département ministériel, chaque couple au niveau des deux pays, comme ça se fait au niveau, par exemple, du ministère de la Communication, entre Fraternité Matin et Sidoya, entre la RTI et la RTB, il faut que la coopération soit vécue jusqu'à la base. Et ça va aider les gens à s'approprier davantage les accords qui sont régulièrement signés. D'accord. On va parler maintenant de la Côte d'Ivoire. Dès son retour à Abidjan, Alassane Ouattara a procédé à un remaniement ministériel. Ahmed Bakayoko quitte le ministère de l'Intérieur et devient le nouveau ministre de la Défense. Alors, c'est un changement. Il y en a plusieurs autres ministres qui ont changé de portefeuille, mais donc c'est ce mouvement, en tout cas à l'intérieur du gouvernement ivoirien, qui a suscité le plus de commentaires. Justement, quels commentaires vous inspirent donc le changement de poste de Ahmed Bakayoko? On te donne la parole. C'est ce changement-là qui retient l'attention. Je crois que le président Alassane Ouattara a voulu faire d'une pierre deux coups. Il y avait des problèmes dans l'armée qu'il faut résoudre, ressouder et puis la rendre plus forte, probablement, parce qu'il y a plus d'enjeux. Et en même temps, il veut régler un problème politique par rapport à la succession pour 2020. Et là, on voit clairement que le président Alassane Ouattara a fait son choix de porter Bakayoko, et probablement contre un Guillaume Soro qui lui aussi de plus en plus manifeste son désir de devenir président, en tout cas d'être candidat à la présidentielle de 2020. Donc c'est pas une nomination anodine, c'est une nomination qui va certainement déterminer la suite des positionnements sur la scène politique ivoirienne, et on est bien parti pour vraiment un grand coup, quoi. Et ce qu'il faut craindre, c'est que ça ne débouche sur des violences, on n'espère pas, mais sinon si ça reste dans le jeu politique, beaucoup de choses vont se
vont se faire. La carte politique de la Côte d'Ivoire va se redessiner parce qu'on voit Guillaume Soro en train de pêcher dans l'électorat même de Laurent Gbagbo, de chercher une partie du PDCI-RDA après sa rencontre avec Bédier, de chercher à prendre une partie du RDR, vous voyez, et puis il compte sur ses forces nouvelles, ses traditionnelles forces nouvelles pour prendre le dessus sur Ahmed Bakayoko. Bon, si les choses se passent comme ça, on va avoir beaucoup de candidats à la présidentielle de 2020 en Côte d'Ivoire. Oui, Tomonji. Oui, en effet, on peut considérer ce repositionnement de Ahmed Bakayoko comme un adoubement, mais on a encore 3 ans avant 2020, et en 3 ans, beaucoup de choses peuvent se passer, aussi bien sur le plan social, sur le plan sécuritaire, que sur le plan politique. Et ce poste du ministère de la Défense est un poste à la fois stratégique et assez complexe. Pour moi, c'est un couteau à double tranchant, parce que de sa capacité à Ahmed Bakayoko à ressouder l'armée, à lui rendre son unité et à faire taire les velléités de rébellion ou de petites flamèches qui continuent de mutinerie, qui continuent de sourdre au sein de certaines casernes ou je ne sais pas où. De sa capacité à régler cette question dépend également donc son emprise sur la présidentielle, sur la prochaine présidentielle. Donc, c'est pas une mission facile pour lui, c'est une mission extrêmement difficile. Et je ne sais pas si le président Alassane Ouattara, en le mettant là actuellement, n'a pas également ou n'a pas aussi grillé un de ses pions. Tout dépendra de ce qui se passe, parce que la situation ivoirienne, pour moi, elle est toujours volatile, assez complexe, pas maîtrisée. Et donc, mais Ahmed Bakayoko, d'après ce que j'ai pu lire ici et là, est quelqu'un qui est écouté, qui a de l'influence et qui peut effectivement apporter peut-être la solution à toutes ces contradictions au sein de l'armée, puisque même tout en étant à l'intérieur, il avait contribué à éteindre le feu. Oui. Alors, on a vu Guillaume Soro, hein, l'éternel rival, on peut le dire ainsi, hein, de Ahmed Bakayoko, de retour donc d'une mission à l'étranger, en Europe plus exactement, qui a fait une déclaration assez surprenante, hein, en demandant pardon donc aux Ivoiriens. Il a demandé pardon à tout le monde, aux Ivoiriens, même à Laurent Gbagbo. Il ira, voilà, demander pardon à Laurent Gbagbo. À qui il a promis une visite à La Haye. Je crois que c'est de bonne guerre. Hein. Je crois que Guillaume Soro a été suffisamment intelligent pour avoir tenu de tels propos. Il n'y a pas deux façons, de mon point de vue, de ratisser large lorsqu'on a des ambitions présidentielles. En demandant pardon au peuple ivoirien, je crois qu'il peut recruter, comme l'a dit Rabo, parmi les militants de différents partis politiques et même ceux qui lui étaient opposés du moment où il était chef rebelle au début de la crise ivoirienne. Maintenant, pour revenir à la question de Bakayoko, pour moi, la présidentielle est encore loin en Côte d'Ivoire. C'est 2020, nous sommes en 2017. C'est vrai que les tractations commencent maintenant. Mais le plus important, de mon point de vue, pour les Ivoiriens, c'est de pouvoir vivre en quiétude en attendant 2020. Vous savez que le pays n'est pas totalement stable avec ces rébellions qui n'en finissent pas, ces mutineries auxquelles on assiste à Abidjan et dans bien d'autres villes du pays. Il est important pour le nouveau ministre de la Défense de ramener les soldats dans la troupe. Et je crois que c'est cette mission qui est confiée à Ahmed Bakayoko. Mais en le nommant ministre de la Défense, le président Ouattara cherche peut-être à régler la crise liée à la mutinerie, mais aussi c'est un positionnement politique, comme on l'a dit, dans la perspective de 2020. Mais ça peut créer l'effet contraire de mon point de vue, parce que s'il n'a pas réussi à régler la mutinerie, la crise au sein de l'armée, ça peut le griller, comme l'a dit Mathias, dans ses ambitions vers la présidentielle de 2020. Donc c'est un couteau à double tranchant. Il appartient à Ahmed Bakayoko de par sa nouvelle position actuelle, de faire en sorte que les Ivoiriens se retrouvent, de réconcilier le pays et d'aider d'ailleurs le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a terminé le mandat jusqu'en 2020, ce qui n'est pas une évidence totale, parce qu'il faut également le reconnaître. Mais de toute façon, pour moi, le plus important, c'est vraiment cette quiétude-là. Parce que vous savez que la Côte d'Ivoire se trouve aujourd'hui entre plusieurs feux. Il y a les débats politiques, il y a les débats sécuritaires avec le terrorisme, il y a les débats
de cohésion au sein de l'armée, alors qu'on est en train de vivre en même temps la fête du 8e jeu de la francophonie. Oui. Donc il y a du tout en même temps dans ce pays-là. Il va falloir que les acteurs politiques fassent en sorte que la Côte d'Ivoire s'en sorte. Alors oui, on va revenir sur les derniers propos, les dernières déclarations de Guillaume Soro. Est-ce que ces déclarations vous ont surpris lorsqu'il est revenu sur tout ce qu'il a fait depuis 2002 en demandant pardon aux Ivoiriens, à ses aînés Bédi et Ouattara, et qu'il ira demander pardon à Laurent Gbagbo? D'un point de vue formel, ça n'a rien de... Pour moi, ça n'a rien de alors, certains voient ça comme un aveu d'impuissance, parce que c'est arrivé au lendemain de la nomination de Ahmed Bakayoko comme ministre de la Défense. Est-ce que c'est pas... Il ne baisse pas les bras finalement? L'agenda politique s'écrit au gré des événements. Et donc, Guillaume Soro, c'est un fin politique. Il est sur la scène depuis de nombreuses années. Il connaît bien le pays, il connaît les mentalités, il connaît les hommes. Il a dirigé le gouvernement, il dirige actuellement le Parlement, il a des réseaux. Et donc, ce n'est pas d'aujourd'hui qu'il a peut-être cette idée. Il préparait son affaire depuis un certain temps. Il sait quand il faut garder le profil bas pour ne rien dire et laisser passer la tempête quand on l'attaque de toutes parts. Mais là, je pense qu'il a saisi une occasion, une opportunité pour se dire... Dans le chemin qui me reste vers 2020, il faut que je fasse ce premier pas. Donc, je pense qu'il va décliner petit à petit un chemin en forme d'entonnoir. Est-ce que ça va lui réussir? Est-ce que ça ne va pas lui réussir? Ça, c'est une autre chose. Mais je pense que dès maintenant, chacun, que ce soit Ahmed Bakayoko, Guillaume Soro ou les autres, chacun établit son agenda et commence à se positionner en faisant ce qu'on pourrait appeler un rétro-planning. Donc, moi, ça ne me surprend pas qu'il dise qu'il va demander pardon. Je me rappelle que, c'était lors de quelle campagne il s'est déporté dans le village de Laurent Gbagbo. Après l'élection d'Alassane Ouattara. Voilà, il est allé à Gagnoa. Donc, il a déjà fait ce genre de choses d'une autre façon. Et je pense qu'il reste un peu fidèle à lui-même dans ce cas-là. Maintenant, est-ce que c'est une parole vraie, sincère? Tout reste à... Non, on n'a pas besoin qu'il soit vrai, sincère. Il sait où il va. Voilà, moi, je crois que ça n'a rien à voir avec un aveu d'impuissance. Il ne va pas baisser les bras. Ça fait partie de sa tactique et de sa stratégie pour avancer et pour ratisser le plus largement possible. Et vous avez vu qu'il a rencontré Salif Diallo, on en a parlé dimanche passé. Voilà, donc ce n'est pas pardon qu'il ne peut pas demander à Laurent Gbagbo si ça va l'aider à avancer. Oui. D'accord. Alors, on va dire justement un mot de Gbagbo, dont la demande de libération était sur la table des juges. La Chambre d'appel de la Cour pénale internationale a ordonné aux juges de la première instance de réexaminer la demande de liberté de l'ex-président. Est-ce que vous pensez qu'un jour, voilà, ce serait la dernière question, Laurent Gbagbo peut être libéré provisoirement en attendant le jugement? Alors, je crois que c'est le souhait d'une partie des Ivoiriens. C'est vrai qu'ici, c'est un débat totalement juridique et on se trouve au niveau de la Cour pénale internationale. C'est un autre débat. Ce sont des grands magistrats qui sont là, ils disent le droit et rien d'autre. Et on souhaite que les choses restent dans le cadre du droit. Mais je crois que cette liberté provisoire serait un atout, de mon point de vue, si elle venait avoir le jour, dans le sens de la réconciliation entre Ivoiriens, parce que Laurent Gbagbo, quand même, on se rappelle des résultats des élections auxquelles il a pris part, il représente à peu près la moitié de l'opinion en Côte d'Ivoire, même si on estime que les choses ont changé entre-temps. Donc pour moi, la question de réconciliation passe par là aussi. Oui, Tomonji. Oui, je pense qu'il use des instruments et des outils qu'il a à sa disposition pour se sortir de sa situation. Donc je pense qu'il appartient au juge d'examiner à nouveau le dossier, puisqu'on demande de réexaminer parce qu'il y a, je pense, une question liée à sa santé. Donc je pense que les juges vont examiner en toute indépendance, j'estime, et puis vont prendre la décision qui s'impose. Mais oui, je me dis, si les juges décident que, au regard de son état de santé, on doit le mettre en liberté provisoire, son camp créera sans doute victoire, mais ça sera aussi une victoire de la justice, à mon avis.
Ok, oui, Rabo, pour terminer. Paul Miki Rwamba dit qu'il n'y a que le droit à la CPI. Il y a la politique là-bas aussi. Hein. Il y a la politique là-bas aussi. Et moi, je fais un lien entre tout ça là et puis les événements politiques en Côte d'Ivoire. Pourquoi c'est maintenant qu'on fin de pouvoir lui accorder une certaine liberté provisoire? Oui, c'est voilà. Ça n'a jamais pris cette ampleur. On n'a jamais été aussi proche de sa liberté sous caution ou de sa liberté pour le mettre en résidence surveillée. Moi, je crois qu'Alassane Ouattara est pratiquement à la fin de son mandat. C'est pourquoi on avait pris Gbagbo pour permettre à Alassane Ouattara de travailler tranquille. Voilà, il n'y a plus grand-chose. Donc, non, il faut lire les choses en faisant l'implication politique justice, parce que la CPI aussi sert à ça. On sait qui a fabriqué ça et puis qui est présenté comme justiciable là-bas. Il y a des relations. Et donc, moi, je crois que Laurent Gbagbo va bénéficier d'une certaine liberté provisoire. On verra s'il est moins dangereux en résidence surveillée ou en liberté sous caution. Et puis, le reste va se déterminer. Parce que s'il sort, il va dire quelque chose à ses militants qui sont sur le terrain. D'accord. En tout cas, merci à tous d'avoir participé à ce débat. Donc, je rappelle, chers téléspectateurs, que j'étais sur ce plateau en compagnie de Serge Mathias Tomonji, de Fassozine, Paul Miki Rwamba de Ouaga FM et Soumaïla Rabo de Savane FM. Merci de nous avoir suivis. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la RTB.